Je m'appelle Margaret Eleanor Whitfield et j'ai 73 ans. J'ai vécu dans la même maison coloniale blanche sur Sycamore Drive à Asheville, en Caroline du Nord, pendant 41 ans. J'ai élevé 3 enfants dans cette maison, planté des roses le long de la clôture sud, et appris pendant plus de 4 décennies exactement quelle latte de parquet craque à 2 heures du matin, et quelle fenêtre laisse entrer l'odeur du chèvrefeuille chaque mois de juin. Je connaissais cette maison comme je connaissais mes propres mains. Chaque fissure, chaque recoin, chaque silence. Ce que je n'ai pas su pendant la majeure partie de ces 41 ans, c'est comment cesser d'être invisible. Le nom de mon mari est Ronald Whitfield. Ron. Il a 76 ans, les épaules larges même maintenant, avec le genre de cheveux argentés qui faisait que les femmes plus jeunes aux événements de l'église le regardaient 2 fois. Il a été ingénieur civil pendant 35 ans, respectable, stable, le genre d'homme qui rangeait ses outils dans le garage et ses opinions sur tout le reste, y compris moi. Ron croyait sincèrement, complètement, sans l'ombre d'un doute, que j'étais financièrement dépendante de lui, que chaque chemisier que je portais, chaque livre que j'achetais, chaque déjeuner tranquille que j'avais avec mon ami Carole le 3e jeudi du mois était payé par sa pension et sa gestion budgétaire prudente. Il le croyait parce que je le laissais le croire. Non par tromperie, pas au début. Par habitude, par la lente et discrète arithmétique d'un mariage où la confiance d'une personne s'étend pour remplir chaque pièce et l'autre personne se contente de s'écarter et de trouver d'autres pièces entièrement. Je dois vous raconter comment cela a commencé. En 1987, quand notre plus jeune, Daniel, avait 4 ans, j'ai commencé à écrire. Rien de spectaculaire. J'étais diplômé en littérature anglaise de l'UNC Chapel Hill, et l'écriture avait toujours été mienne, comme la cuisine était censée être mienne, en privé, minutieusement, sans cérémonie. J'ai commencé par une petite chronique pour un magazine féminin régional appelé Southern Omendat, à $12 la pièce. Ron pensait que c'était un passe-temps, un petit exutoire créatif pour la femme au foyer agité, et je ne l'ai pas corrigé. En 1993, j'avais une chronique mensuelle. En 1999, j'ai obtenu un contrat d'édition, un mémoire discret sur l'éducation des enfants dans le Nouveau Sud, publié sous mon nom de jeune fille, Margaret Eleanor. Il s'est vendu modestement. Mais ensuite, Internet est arrivé et quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma voix, que Ron avait toujours couverte lors des dîners, s'est avérée être quelque chose que d'autres personnes voulaient entendre. En 2010, j'avais un site web. En 2015, j'avais une newsletter avec 200 000 abonnés. En 2019, j'avais des partenariats de marque, un 2e livre, un cours d'écriture en ligne qui affichait complet 4 fois par an, et un compte bancaire séparé et discret dans une coopérative de crédit à Weaverville, dont Ron n'avait jamais posé de questions. Ma comptable, une femme attentive et discrète nommée Patricia Owens, m'a aidé à tout structurer correctement. Impôts payés, SARL déposé, chaque dollar documenté, $70 000 par mois en moyenne au cours des 4 dernières années. Ron jouait au golf les mardis et jeudis. Il regardait les informations du soir. Il se plaignait du prix de l'essence. Il a dit à des invités lors de notre dîner d'anniversaire en 2021 que Margaret s'occupait avec ses petits projets d'écriture, et il a souri comme un homme sourit quand il se croit généreux. J'ai souri aussi et je n'ai rien dit. En y repensant maintenant, je peux voir les signes avant-coureurs qui auraient dû m'alarmer bien plus tôt. De petites choses, une froideur qui s'est installée vers 2020. Une fois les enfants partis, après que la maison soit devenue silencieuse, Ron a commencé à faire des commentaires sur l'argent avec une agressivité que je n'avais jamais entendue auparavant. Il a réorganisé notre compte ménage comme un sans me le dire, réduisant mon virement mensuel de $400. Quand je lui ai posé la question, il a dit qu'il rationalisait. Quand j'ai demandé ce que cela signifiait, il m'a dit de ne pas m'inquiéter de choses que je ne comprenais pas. J'ai commencé à remarquer son téléphone, pas de manière obsessionnelle. Je ne suis pas ce genre de femme. Mais une épouse de 40 ans remarque quand son mari commence à orienter son écran loin d'elle à table. Remarque quand il dit de lui-même qu'il a déjeuné seul un mercredi. Remarque le nouveau parfum. Son nom, je l'apprendrai plus tard, était Diane Fulton, 58 ans, une femme récemment divorcée du club de tennis de Ron, avec des cheveux méchés et l'enthousiasme particulier de quelqu'un qui auditionne pour un second acte. Je ne dis pas cela avec cruauté. Je le dis parce que c'est important. Parce que cela explique pourquoi, un mardi soir de mars de l'année dernière, Ron a posé sa fourchette sur notre table de cuisine, plié sa serviette avec le calme délibéré d'un homme qui s'est entraîné,
et m'a dit qu'il voulait divorcer. Tu as eu une belle vie, Margaret, dit-il. Mais soyons honnêtes l'un avec l'autre. Tu es dépendante de moi. Tu l'as toujours été. Le tribunal le verra. Il a même souri légèrement. Tu es une femme au foyer de 73 ans sans revenu et sans perspective. Je veillerai à ce que tu sois prise en charge, mais ne rends pas ça moche. Je l'ai regardé, à travers 40 ans de dîner, de silence et de petites capitulations. Et j'ai senti quelque chose se déposer dans ma poitrine. Pas de chagrin, pas de rage, quelque chose de plus calme et de plus durable que l'un ou l'autre. J'ai pensé au document que mon avocate avait préparé 6 mois plus tôt, juste au cas où, qui se trouvait dans une chemise cartonnée au bureau de Patricia. J'ai ramassé ma fourchette et terminé mon dîner. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je veux être honnête à ce sujet car je pense qu'il y a une tentation, en racontant une histoire comme celle-ci, de faire paraître le protagoniste plus courageux qu'il ne l'était dans l'obscurité. J'étais couché dans la chambre d'amis. J'y avais déménagé 3 mois plus tôt, discrètement, sans discussion, comme je faisais la plupart des choses. Et j'ai regardé le plafond et j'ai fait l'inventaire. Qu'est-ce que je risquais réellement de perdre? La maison de Sycamore Drive avait été achetée en 1983 à nos deux noms. Elle avait été évaluée l'automne précédent à 640 000 $. Les meubles, la roseraie, la qualité particulière de la lumière de l'après-midi dans la cuisine. Rien de tout cela n'était légalement à moi seul. Notre compte courant commun contenait environ 34 000 $. La pension de Ron du bureau d'ingénierie de l'État était de 4 200 $ par mois. Il avait un 401K d'une valeur d'environ 380 000 $, qu'il gérait lui-même et dont il parlait rarement. Et puis il y avait ce qu'il ne savait pas. Ma SARL, iCreative LLC, enregistrée sous mon nom de jeune fille en 2013, détenait des actifs qu'il n'avait jamais vus. Mon compte de coopérative de crédit, mon portefeuille d'investissement, géré de manière conservatrice par une firme d'Asheville que Patricia avait recommandée. Des redevances, des revenus de cours, des contrats de parrainage avec 4 marques de bien-être et de style de vie qui se renouvelaient chaque année. Rien de tout cela n'était caché de manière illégale. C'était simplement séparé. Il n'avait jamais demandé, et je n'avais jamais offert, et la loi, je le découvrirais, avait des sentiments compliqués à propos de cet arrangement. La peur est venue vers 3 heures du matin. Une vraie peur, le genre spécifique qui arrive quand on a cessé de se distraire. Et si le tribunal considérait mes finances séparées comme des biens matrimoniaux de toute façon? Et si Ron embauchait un avocat agressif qui assignait tout? Et si mes enfants, Daniel, Suzanne et James, se sentaient trahis en apprenant ce que j'avais caché à leur père? Et si moi, à 73 ans, avec mes genoux qui me faisaient mal en novembre et mes lunettes de lecture perpétuellement égarées, j'étais simplement trop fatigué pour me battre? J'ai pensé aux cheveux méchés de Diane Fulton. Puis j'ai pensé au sourire de Ron à travers la table du dîner. Tu es une femme au foyer de 73 ans sans revenu et sans perspective. La peur n'a pas disparu, mais elle s'est déplacée. Elle est passée du centre de ma poitrine au bord extérieur et, dans l'espace qu'elle a laissé, quelque chose d'autre a grandi. J'ai toujours été écrivaine, et les écrivains sont, au fond, des personnes qui prennent ce qui est sans forme et lui donnent une structure. J'ai attrapé le bloc-notes sur la table de nuit et j'ai commencé à écrire. Pas une histoire, un plan. À 4h30 du matin, j'avais 6 pages écrites de ma petite écriture soignée. Le plan n'était pas dramatique. Il n'impliquait pas de vengeance au sens cinématographique du terme. Il impliquait de la précision. Il impliquait l'accumulation discrète des bonnes informations dans le bon ordre, livrées aux bonnes personnes au bon moment. Il impliquait d'appeler Patricia Owens dès le matin. Il impliquait d'appeler un avocat. Pas celui que Ron s'attendrait à ce que j'utilise. Pas l'avocat en droit successoral discret qui avait rédigé nos testaments, mais une spécialiste en droit de la famille réputée dans le comté de Buncombe pour être, comme Carole l'avait un jour décrite, la femme que vous ne voulez pas avoir en face de vous. Son nom était Beverly Marsh. Elle avait un petit bureau sur Lexington Avenue avec un pin de Norfolk à la fenêtre et une attitude qui suggérait qu'elle avait tout vu et n'était plus surprise par rien. J'avais gardé sa carte au fond de mon carnet d'adresses pendant 2 ans. J'avais espéré ne jamais en avoir besoin. Je l'ai sortie ce matin-là et l'ai tenue des 2 mains pendant un long moment, debout dans ma cuisine dans la lumière grise du petit matin, écoutant le réveil de Ron sonner à l'étage. Il est descendu à 7 heures, habillé pour le terrain de golf. Il a versé son café sans me regarder.
Il avait l'aisance particulière d'un homme qui croit que le plus difficile est passé, qui a rendu son verdict et attend simplement que les documents le confirment. Je demanderai à Gérald de vous contacter la semaine prochaine, dit-il, faisant référence à son avocat, Gerald Fitch, qui s'occupait des affaires de Ron depuis 30 ans. Il n'y a pas besoin de compliquer les choses. Bien sûr, dis-je. Il est parti à 7h15. J'ai écouté sa voiture reculer hors de l'allée. Puis j'ai appelé Patricia. Ensuite, j'ai appelé Beverly Marsh. L'assistante de Beverly m'a mise en relation en moins de 20 minutes. Madame Whitfield, dit Beverly. Sa voix était basse et calme. Racontez-moi tout et ne laissez rien de côté parce que vous pensez que cela vous fera mal paraître. C'est mon travail. Votre travail est d'être complètement honnête avec moi. C'est ce que j'ai fait pendant 2 heures, assise à la table de la cuisine où Ron avait rendu son verdict la veille au soir. J'ai raconté à Beverly Marsh 40 ans de mariage, iCreative LLC, les $70 000 par mois, une femme nommée Diane, et un mari qui n'avait jamais demandé où j'allais les mercredis après-midi. Quand j'ai eu fini, il y a eu un bref silence. Margaret, dit Beverly, j'ai besoin que vous écoutiez attentivement. Vous n'êtes pas dans la position où votre mari pense que vous êtes, mais nous devons agir avec prudence et minutie. Pouvez-vous venir à mon bureau demain matin à 9h? J'ai répondu, oui. J'ai arrosé mes roses après avoir raccroché. Elles commençaient tout juste à bourgeonner. Il semblait important, d'une manière ou d'une autre, de les arroser. Le bureau de Beverly était plus petit que ce à quoi je m'attendais pour quelqu'un de sa réputation, mais j'avais appris en 73 ans que les personnes les plus redoutables avaient rarement besoin de grandes pièces. Elle était assise en face de moi à un bureau empilé de dossiers ordonnés, ses lunettes de lecture poussées sur sa tête, et elle a exposé la situation avec la franchise d'une femme qui facturait à l'heure et respectait suffisamment ses clients pour ne pas leur faire perdre de temps. La Caroline du Nord est un État à distribution équitable. Cela signifiait que le tribunal diviserait les biens matrimoniaux de manière juste, bien que pas nécessairement égale, en se basant sur une série de facteurs. La durée du mariage, la situation économique de chaque époux, les contributions au ménage. La question clé, expliqua Beverly, était la distinction entre les biens matrimoniaux et les biens propres. Les actifs acquis avant le mariage ou véritablement maintenus séparés tout au long de celui-ci pouvaient potentiellement être classés comme biens propres. Ma SARL, établie sous mon nom de jeune fille, avec ses propres comptes, ses propres déclarations fiscales, et, de manière critique, aucune confusion avec nos finances communes, avait un argument raisonnable pour être classé comme biens propres. Raisonnable, dis-je, pas certain. Rien n'est certain en droit de la famille, dit Beverly. Mais votre documentation est exceptionnelle. Votre comptable est exceptionnel, et les jurys et les juges sont des êtres humains. Une femme de 73 ans qui a bâti une entreprise légitime sur 3 décennies, discrètement et sans éclat, tout en gérant un foyer et en élevant 3 enfants, est une figure sympathique. Elle laissa cela un instant. L'avocat de votre mari soutiendra que votre entreprise a bénéficié de la stabilité du foyer conjugal. Que vous avez utilisé des ressources matrimoniales, son revenu, pour vous libérer de la pression financière pendant que vous construisiez iCreative. Cet argument a un certain fondement et nous devons nous y préparer. J'y avais pensé à 3 heures du matin, allongé dans la chambre d'amis. Que faisons-nous? Nous documentons tout, dit Beverly. Chaque dépense engagée par votre entreprise, chaque ressource que vous avez utilisée. Nous démontrons que iCreative a été construite sur votre travail, votre expertise et votre public. Rien de tout cela n'a été contribué par Ron Whitfield de manière mesurable. Elle avait raison. Il ne l'avait pas fait. Il l'avait même activement découragé. Je me souvenais qu'il disait aux invités, aussi récemment qu'en 2022, que Margaret jouait à écrire. J'avais ces mots sur un enregistrement vidéo de la fête d'anniversaire de Suzanne, capturé accidentellement sur le téléphone de quelqu'un. J'en ai parlé à Beverly. Elle l'a noté sans changer d'expression, mais j'ai vu ses yeux s'aiguiser. Envoyez-moi cette vidéo, dit-elle. J'ai quitté le bureau de Beverly à 11h15 et me suis rendu directement au cabinet de Patricia à Weaverville. Patricia avait déjà commencé à rassembler toute la documentation financière, 4 ans de déclaration fiscale de SARL, relevé bancaire de la coopérative de crédit, dossier de compte d'investissement, contrat de partenariat de marque, 6 boîtes d'archives. Le poids de papier d'une vie secrète rendue ordonnée et irréfutable. C'est en rentrant chez moi que mon téléphone a sonné.
Ron. Gérald me dit que vous avez retenu Beverly Marsh, dit-il. Sa voix avait une nouvelle qualité. Pas encore de la colère, mais un raidissement. La voix d'un homme qui a reçu des informations inattendues et qui se recalibre. C'est exact, dis-je. Margaret, une pause. Le son d'un homme choisissant ses mots avec plus de soin qu'il n'en avait l'habitude. Beverly Marsh est une avocate très agressive. Cela va nous coûter plus cher à tous les deux. J'imagine que oui, dis-je. Je vous l'ai dit. Et j'ai l'intention de prendre soin de vous. Il n'y a pas besoin de « Ron », dis-je, et quelque chose dans ma voix le fit s'arrêter. Je ne l'avais pas planifié, pas répété. C'est simplement venu. Je vous verrai au tribunal. J'ai raccroché. Mes mains étaient fermes sur le volant. Je l'ai remarqué avec une sorte de surprise. Les montagnes Blue Ridge faisaient ce qu'elles font toujours en avril, se parant de ce vert lumineux improbable qui ne semble jamais tout à fait réel. Et j'ai traversé en voiture, me sentant pour la première fois depuis longtemps entièrement moi-même. Ron n'est pas resté inactif, bien sûr. Au cours des 2 semaines qui ont suivi, j'ai appris par les contacts de Beverly, par les registres du tribunal, par le silence particulier d'une petite ville où les gens parlent, que Gérald Fitch avait déposé une requête pour obtenir une divulgation financière complète. Procédure standard, attendue. Mais Ron avait aussi, Beverly m'en avait informé, engagé un détective privé. Son nom était Todd Brigg. 42 ans, ancien membre des forces de l'ordre basé à Arden. Il cherchera des actifs, dit Beverly. Des comptes cachés, des revenus non déclarés. Laissez-le chercher. Tout est documenté et dûment enregistré. Devrais-je m'inquiéter, ai-je demandé. Beverly me regarda fixement. Il va trouver votre entreprise, Margaret. C'est le but. Quand il le fera, l'équipe de Ronald croira qu'elle a découvert quelque chose de préjudiciable. Ce qu'ils ne comprendront pas immédiatement, c'est que ce n'est pas le cas. Elle avait raison. 3 jours plus tard, Gérald Fitch a déposé une requête supplémentaire citant des intérêts financiers nouvellement découverts de la défenderesse et demandant une audience d'urgence. Beverly a reçu le dépôt un jeudi matin et m'a appelé immédiatement. Il pense qu'il vous tient, dit-elle. Il y avait quelque chose dans sa voix que je n'avais jamais entendu auparavant. Une satisfaction tranquille, comme un joueur d'échecs regardant un adversaire prendre une pièce qui était toujours destinée à être prise. Il est sur le point de s'engager dans la partie la plus solide de notre dossier. J'étais dans mon jardin quand elle a appelé. Les roses le long de la clôture sud étaient maintenant pleinement épanouies. Je les ai regardées un instant après avoir raccroché, leur beauté particulière et obstinée. Et j'ai pensé aux 40 ans que j'avais passés dans cette maison. À construire quelque chose que Ron n'avait jamais pris la peine de voir. Le point de non-retour, m'a dit Beverly plus tard, est toujours quand l'autre partie pense avoir gagné. L'audience d'urgence a eu lieu un mercredi matin dans la salle d'audience 4B du tribunal du comté de Buncombe. Une pièce à l'éclairage fluorescent et aux boiseries qui avait connu de meilleures décennies. Beverly et moi sommes arrivés à 8h45. Ron et Gérald Fitch étaient déjà là, assis à la table des défendeurs, et Ron a levé les yeux quand je suis entré avec une expression particulière que je reconnaissais après 40 ans de mariage, la confiance anticipée d'un homme qui a déjà décidé comment une situation va se résoudre. Gérald Fitch était exactement ce à quoi je m'attendais, un homme corpulent d'une 60aine d'années qui avait fait carrière en sachant exactement sur quels aspects de la loi s'appuyer. Lui et Beverly échangèrent la courtoisie prudente et rodée de 2 professionnels qui s'étaient déjà opposés. Je me suis assise, j'ai croisé les mains sur la table et j'ai attendu. Gérald a soutenu que mes intérêts financiers distincts, iCreative LLC, les comptes de la coopérative de crédit, le portefeuille d'investissement, représentaient des biens matrimoniaux qui avaient été délibérément dissimulés. Il a utilisé le mot « dissimulé » 4 fois. Il a suggéré que l'ampleur des revenus, et là il a nommé le chiffre, 70 000 $ par mois, et j'ai vu l'avocat de Ron laisser le chiffre planer dans l'air comme un verdict, démontrer un schéma de tromperie financière au sein du mariage. La juge, l'honorable Patricia Dawson, une femme posée d'une 50aine d'années qui donnait l'impression d'avoir entendu toutes les variétés de folie humaine, a pris une note, Beverly Rose. Elle n'a pas élevé la voix. Elle le faisait rarement, j'allais la prendre. Elle a simplement présenté l'historique fiscal complet de iCreative LLC, déposé annuellement et correctement depuis 2013. Le compte séparé établi en 2010,
avant la formalisation de la SARL, dans une coopérative de crédit où Ron Whitfield n'avait jamais détenu de compte et n'avait jamais été désigné comme bénéficiaire. L'affidavit assermenté de Patricia Owens attestant de l'indépendance financière complète de l'entreprise vis-à-vis des fonds matrimoniaux, et ce, efficacement et sans drame. Une chronologie élaborée démontrant que chaque dollar gagné par Rai Creative l'était grâce au travail intellectuel indépendant de Margaret et Lelana Rai. Il n'y a pas eu de dissimulation, dit Beverly. Il y a eu séparation. Ma cliente a bâti une entreprise. Elle a payé ses impôts. Elle n'a rien demandé au patrimoine conjugal et n'a rien pris. Si M. Whitfield ignorait les réalisations professionnelles de son épouse, cela témoigne de la qualité de son attention, et non d'une quelconque faute de sa part. La juge Dawson a rejeté la requête de Gerald. Je n'ai pas regardé Ron quand nous nous sommes levés pour partir, mais je l'ai entendu. Une expiration brusque, le son d'un homme se recalibrant plus vite qu'il n'était à l'aise de le faire. Dans le couloir, devant la salle d'audience 4B, Gerald Fitch a pris Beverly à part pour un aparté. Je me tenais près de la fenêtre surplombant le parking en contrebas et j'ai redressé ma veste. C'est à ce moment-là que Diane Fulton est apparue. Je ne m'y étais pas attendu. Elle attendait dans le couloir. J'apprendrai plus tard qu'elle s'était rendue seule, sans y être invitée par l'équipe juridique de quiconque, agissant avec la conviction que sa présence pourrait d'une manière ou d'une autre aider. Elle était attrayante, d'une manière soigneusement entretenue, portant un manteau légèrement trop jeune pour elle, et elle me regardait avec une expression qui combinait la pitié et le triomphe dans une proportion qui me disait qu'elle avait répété cette rencontre devant son miroir de salle de bain. « Margaret », dit-elle. Elle utilisait mon nom comme si nous nous connaissions. « Je veux juste que vous sachiez que Ron et moi, nous nous soucions sincèrement de votre bien-être. Nous ne voulons pas que vous ayez des difficultés. Quoi que vous ayez besoin, Diane, dis-je aimablement. Vous me parlez dans le couloir d'un tribunal alors que mon avocate est à 4,5 mètres de là. Je vous conseille vivement d'arrêter. Elle s'arrêta. Ce qui vint ensuite fut moins agréable. Ce soir-là, Ron laissa 3 messages vocaux. Le premier était conciliant. Il avait reconsidéré. Il voulait parler. Peut-être qu'il pourrait résoudre cela discrètement. Le second, laissé 40 minutes plus tard, avait perdu toute conciliation. Il savait que je lui avais caché de l'argent. Il s'assurerait que le tribunal comprenne la situation complète. Je ne devais pas imaginer que Beverly Marsh était aussi intelligente qu'elle le pensait. Le troisième fut laissé juste après 22 heures, et sa voix y était différente, plus basse, avec une pointe de quelque chose que je n'avais pas entendu de sa part depuis des décennies. Il dit que si j'insistais pour l'embarrasser, je le regretterais. J'ai sauvegardé les 3 sur un service d'enregistrement dans le cloud et j'ai envoyé les fichiers par email à Beverly avant d'aller me coucher. La réponse de Beverly arriva le lendemain matin à 7 heures. Parfait. Ne lui répondez pas. Ne répondez pas à Diane. S'il vous contacte à nouveau, transférez-moi tout immédiatement. La semaine suivante fut tendue, de cette manière particulière de l'attente. Le silence spécifique d'un conflit suspendu, les 2 parties se regroupant. Gerald Fitch déposa 2 requêtes supplémentaires. Beverly répondit aux 2. Ron passa devant la maison de Sycamore Drive 2 fois un samedi après-midi. J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine et ne suis pas allé à la porte. Puis je me suis accordé 3 jours. J'ai conduit jusqu'à Highlands, en Caroline du Nord, une petite ville dans les montagnes où j'avais emmené les enfants il y a des décennies, et où je connaissais une auberge tranquille avec un porche orienté à l'ouest. Je me suis assise sur ce porche avec une tasse de café chaque matin et j'ai regardé les crêtes changer de couleur. Je n'ai apporté aucun ordinateur portable. J'ai dit à Beverly où j'étais et lui ai demandé de ne me contacter qu'en cas d'urgence. Rien d'urgent ne s'est produit. Le deuxième soir, j'ai appelé ma fille Suzanne. Elle avait 44 ans, administratrice scolaire à Charlotte, stable et perspicace. Je lui ai tout raconté, avec soin et en détail. Elle a écouté sans m'interrompre. Elle avait toujours été la meilleure auditrice de mes 3 enfants. Et quand j'ai eu fini, il y a eu un silence. « Maman, dit-elle, combien de temps as-tu porté ça toute seule ?»« Un bon moment, dis-je. »« Tu aurais dû me le dire plus tôt. »« Je sais, dis-je. »« Je te le dis maintenant. » Elle resta silencieuse un instant. « As-tu besoin que je vienne ?»« Pas encore, dis-je, mais bientôt, peut-être. »
Je suis revenu à Asheville un jeudi matin, reposé de cette manière particulière à quelqu'un qui a pris une décision qu'elle a l'intention de maintenir. Les roses de Sycamore Drive avaient poussé d'1 centimètre de plus. J'ai porté mon sac à l'intérieur, me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais du travail à faire. C'est Gerald Fitch qui a fait la première approche, et il l'a fait par des canaux légaux, mais qui portait l'atmosphère indubitable d'une offre que l'on était censé être chanceux de recevoir. Beverly m'a appelé un lundi matin, 10 jours après mon retour des Highlands. L'équipe de Ronald a proposé un accord, dit-elle. Je veux vous lire les termes avant de dire quoi que ce soit afin que vous ayez une première impression nette. Les termes étaient les suivants: Ron conserverait la maison de Sycamore Drive. Je recevrai un règlement en espèces de $180 000 et une pension alimentaire de $1 800 par mois pendant 7 ans. Mes actifs commerciaux distincts, iCreative LLC, seraient reconnus comme non matrimoniaux, mais soumis à un ajustement de contribution unique de $250 000, représentant, selon l'argumentation de Gerald, le bénéfice indirect que j'avais tiré de la stabilité matrimoniale pendant la construction de l'entreprise. Il y eut un silence après que Beverly eut fini de lire. Il veut que je le paie, dis-je, pour le privilège d'avoir été marié à lui. C'est essentiellement l'argument, dit Beverly. J'entendis quelque chose de prudent dans sa voix. La discipline d'une avocate qui a des opinions qu'elle choisit de livrer au bon moment. Mon évaluation professionnelle, veuillez le rejeter entièrement. Cet arrangement est structuré pour quelqu'un qui a besoin d'argent, quelqu'un qui a peur. Et quelqu'un qui ne comprend pas que l'argument d'ajustement de contribution a une très faible valeur juridique étant donné votre documentation. Il vous teste, Margaret. Il veut voir à quel point vous êtes effrayé. J'ai pensé aux 3 messages vocaux, à la voiture qui passait lentement devant la maison, à Diane dans le couloir avec sa pitié répétée. Rédigez le rejet, dis-je poliment mais sans aucune ambiguïté. Déjà commencé, dit Beverly. Gerald a reçu notre rejet cet après-midi-là. Le mardi soir, j'ai reçu un message de la sœur de Ron, Patricia Whitfield, une femme avec qui j'avais échangé des cartes de Noël pendant 40 ans et mangé de la dinde de Thanksgiving presque aussi longtemps. Le message était chaleureux en surface et froid dans sa structure. Elle s'inquiétait pour moi, écrivait-elle. Ron avait le cœur brisé. Je comprenais sûrement qu'il avait bien pourvu aux besoins de notre famille pendant toutes ces années. Je ne voulais sûrement pas passer mes années 70 dans des tribunaux. Elle espérait que je considérerais ce qui était réellement dans mon meilleur intérêt. J'ai lu le message 2 fois. Puis je l'ai enregistré dans le dossier que j'avais étiqueté sans sentiment particulier, preuve de campagne de pression. Je n'ai pas répondu. Ce qui m'a le plus frappé ces semaines-là, c'est à quel point ma propre tranquillité m'a surprise. Je m'attendais, quand tout cela a commencé, à ressentir le genre d'anxiété implacable qui avait accompagné les périodes difficiles de ma vie auparavant. Les années où les enfants étaient petits et l'argent était véritablement incertain. L'année où ma mère est décédée. La lente érosion d'un mariage que j'avais essayé, pendant très longtemps, de croire encore viable. Mais l'anxiété n'est pas venue de la manière dont je l'avais anticipé. Il y avait du stress. Bien sûr qu'il y en avait. Je suis une femme humaine, pas un monument. Mais en dessous, il y avait quelque chose que je ne pouvais décrire que comme un socle. La connaissance que je n'avais rien fait de mal, que tout ce que j'avais construit était réel, documenté et mien, que je n'étais pas, en fait, la femme que Ron avait décrite à travers la table du dîner. J'en ai parlé avec soin et sans détails identifiants dans ma newsletter ce mois-là. L'article s'appelait « L'inventaire ». Il s'agissait de faire le bilan de ce que vous avez réellement par opposition à ce qu'on vous a dit que vous aviez. Ce fut la newsletter la plus ouverte que j'avais publiée en 3 ans. 11 000 réponses. Je les ai toutes lues. Le soutien social que Beverly m'avait discrètement suggéré de cultiver. Pas à des fins légales, mais, pour votre propre endurance, avait-elle dit. Il est arrivé sous des formes inattendues. Carol, ma plus vieille amie, venait de Black Mountain chaque jeudi soir avec de la nourriture qu'elle prétendait être des restes de sa propre cuisine, ce qui était manifestement faux et entièrement généreux. Ma voisine Evelyn, une infirmière à la retraite d'une 60aine d'années, a commencé à apparaître sur mon porche sans ordre du jour particulier, ce qui est le genre de présence le plus réconfortant. Et Suzanne, ma fille, ma bonne oreille, appelait chaque dimanche sans faute et posait les bonnes questions sans offrir de fausses assurances. Mes fils étaient plus difficiles. James, l'aîné,
était tiraillé de cette manière spécifique aux fils qui ont passé leur vie à regarder leur père faire preuve de compétence. Il appelait régulièrement Ron, je le savais, et il luttait pour intégrer la version de sa mère qu'il rencontrait maintenant avec la version qu'il avait toujours confortablement supposée. Daniel, le plus jeune, était plus direct. Il m'a appelé début mai, sa voix rude, et m'a dit « Maman, je ne savais pas que tu avais tout ça en cours. J'aurais dû faire plus attention. » C'était la chose la plus honnête qu'il m'ait dite depuis des années, et je l'aimais pour ça. Ron, pendant ce temps, observait. Beverly avait des sources. La communauté juridique d'Asheville n'est pas grande, et elle m'a dit que Gerald Fitch avait demandé 2 prolongations des délais de dépôt, ce qui suggérait que leur stratégie était reconsidérée. Ron avait été vu dînant avec Diane 2 fois en public dans un restaurant de Maraman Avenue qu'ils auraient tous deux dû savoir être fréquentés par des avocats. Il projetait de la confiance, pensait Beverly. C'était, dit-elle, le comportement de quelqu'un qui était moins confiant qu'il ne voulait le paraître. Il s'attendait à ce que vous paniquiez, dit-elle. Il s'attendait à ce que vous acceptiez l'arrangement ou que vous fassiez une erreur. Vous n'avez fait ni l'un ni l'autre et cela affecte leur calendrier. Bien, dis-je. Je le pensais simplement, sans triomphe. Je n'appréciais pas le conflit. Je tiens à être clair là-dessus. Une femme qui se délecte de la démolition de 40 ans est une créature différente de moi. Mais j'étais tranquillement et avec une certitude croissante, pas effrayé. C'était la chose que Ron n'avait jamais comprise à mon sujet pendant toutes ces années à me regarder sans me voir à table. Le calme n'est pas une faiblesse. Le silence n'est pas une capitulation. J'avais simplement attendu une question digne d'une réponse. Ils sont venus un samedi après-midi fin mai, et ils sont venus ensemble, ce qui m'a tout dit sur la nature de la visite avant même qu'aucun d'eux n'ait prononcé un mot. Ron a sonné à la porte d'une maison où il avait vécu pendant 41 ans, ce qui était en soi une déclaration. Diane se tenait un demi-pas derrière lui, portant un cardigan bleu pâle que je soupçonnais avoir été choisi pour projeter l'innocence. J'ai ouvert la porte et les ai regardés tous les deux, et j'ai ressenti le même socle tranquille que je ressentais depuis des semaines, stable et frais sous tout le reste. Margaret, dit Ron. Sa voix était soigneusement orchestrée, conciliante, chaleureuse, d'une manière qui avait clairement été répétée. J'aimerais parler. Juste parler. Pouvons-nous entrer? Beverly m'avait conseillé plus d'une fois de ne pas rencontrer Ron en dehors des voies légales formelles sans la prévenir d'abord. J'avais son numéro prêt sur mon téléphone. Je les ai regardés tous les deux un instant. Cet homme que j'avais épousé en 1983. Cette femme qui croyait hériter de quelque chose qui en valait la peine. Et j'ai pris une décision calculée. 5 minutes, dis-je dans la cuisine. Je ne leur ai pas offert de café. Ron s'est assis à la table où il avait rendu son verdict 6 mois plus tôt. Diane a pris la chaise à côté de lui et s'est installée avec le positionnement soigné de quelqu'un qui a décidé que sa présence ici est un soutien plutôt qu'une agression. Elle avait mal calculé. Sa présence n'était ni l'un ni l'autre. Margaret, commença Ron, se penchant en avant avec une sincérité qui, je le soupçonnais, l'avait bien servi lors des réunions d'ingénierie pendant 35 ans. Je pense que nous avons tous deux laissé cela dégénérer. Les avocats, les dépôts, c'est cher. C'est épuisant. Et à notre âge, il fit une pause ici sur « notre âge », une touche délibérée, nous devrions penser à la paix, à la famille. Nous devrions penser à la famille, répéta Diane comme si on lui avait demandé de parler. Je ne dis rien. J'ai appris en cette décennie que le silence est une réponse extrêmement efficace à un discours préparé, continua Ron. Il dit qu'il était prêt à revoir l'arrangement, qu'il reconnaissait avoir été, et ici il choisit le mot avec un certain effort, dur, dans la manière dont il avait initialement abordé la situation, qu'il comprenait que j'avais mes intérêts commerciaux, et qu'il n'essayait pas de me les prendre. Tout ce qu'il voulait, dit-il, c'était les quitter. Il voulait que nous nous séparions après 40 ans avec dignité, sans que les tribunaux, les juges et toute la communauté ne connaissent leurs affaires privées. Puis vint le tournant. C'était fluide. Je lui concéderai cela. Il fit la transition avec un froncement de sourcils inquiet qui aurait été convaincant une décennie plus tôt dans notre mariage. Il dit qu'il avait parlé à James, que James s'inquiétait pour moi, du stress du litige à mon âge, de ma santé, et de savoir si je pensais vraiment clairement étant donné tout ce que je traversais. Il dit qu'il détesterait que les enfants soient entraînés dans une situation de tribunal qui nuirait à la réputation de leurs deux parents.
Il dit qu'il avait toujours pensé qu'entre nous deux, c'était moi qui comprenais ce qui comptait. Entre nous deux, c'était moi qui comprenais ce qui comptait. Après 40 ans à me faire dire de ne pas m'inquiéter de choses que je ne comprenais pas, je l'ai regardé longuement. Puis j'ai regardé Diane, qui hochait la tête avec la sincérité d'une femme assistant à une représentation qu'elle avait aidé à répéter. Ron, dis-je, ce que vous décrivez comme de l'équité est un accord qui me prend ma maison, réduit ma pension à une fraction de ce que le tribunal est susceptible d'accorder, et me demande de payer $250 000 pour ce que votre avocat a appelé un « ajustement de contribution ». Vous avez maintenant ajouté la suggestion que nos enfants s'inquiètent de ma santé mentale, ce que je suppose que vous croyez m'effraiera. J'ai fait une pause. Y a-t-il autre chose? La mâchoire de Ron se serra légèrement, mais je connaissais cette mâchoire. Diane se pencha en avant. Sa voix changea, le cardigan inoffensif faisant moins d'effet maintenant. Margaret, nous essayons de vous aider. Vous avez 73 ans. Voulez-vous vraiment passer la prochaine année de votre vie en litige? Pensez à ce que cela fait à une personne. Pensez au stress, à l'exposition, à la... Elle s'arrêta, se ravisa, et arriva à un mot qu'elle sentait clairement être sa carte maîtresse, l'humiliation d'avoir vos finances personnelles étalées en public. J'ai pensé aux 11 000 réponses de la newsletter, à Carole et Evelyne et aux appels du dimanche de Suzanne. Diane, dis-je, je suis écrivaine depuis 40 ans. Je n'ai pas peur d'être lue. Le silence qui suivit eut une texture particulière. Le visage de Ron traversa quelque chose, pas encore tout à fait de la colère, mais son antichambre. Il se pencha en arrière. Il me regarda de la manière dont, je le réalisais, il m'avait regardé pendant la dernière décennie, comme un problème qui ne s'était pas résolu comme prévu. Vous faites une erreur, dit-il. La chaleur avait entièrement disparu maintenant. Peut-être, dis-je. Je vous verrai au tribunal. Je me suis levé. Ils sont partis. J'ai fermé la porte et je suis resté un instant dans ma cuisine, écoutant sa voiture. Le son familier de ce moteur. Il sortait de l'allée pour, j'en étais presque certaine, la dernière fois. Puis je suis allé à la fenêtre, je me suis assise et j'ai appelé Beverly. Il est venu à la maison, dis-je. Je sais, dit-elle. Votre voisine Evelyne m'a envoyé un SMS il y a 20 minutes. Elle était sur son porche. J'ai éclaté de rire. Je me suis surprise moi-même. Un vrai rire, le genre qui vient de quelque part de simple. Mais plus tard, après que Beverly et moi ayons discuté des implications, la visite serait notée, les tactiques de pression documentées. La mention de James classée soigneusement. Je me suis assise seule dans la maison silencieuse et j'ai permis à la peur un moment de reconnaissance honnête parce qu'elle était là. Bien sûr qu'elle l'était. Il avait mentionné James. Il avait mentionné l'humiliation. C'était un homme qui avait passé 40 ans à vivre dans un récit de sa propre construction. Et les hommes qui vivent dans ces récits peuvent être, lorsque le récit est menacé, réellement effrayants. Je me suis assise avec la peur pendant quelques minutes. Je l'ai laissé être réel. Puis j'ai pris mon stylo et j'ai écrit la section de la newsletter du lendemain, et la peur est devenue le carburant qu'elle allait toujours être. Et j'ai travaillé jusqu'à minuit et mon écriture était parfaitement stable. L'audience finale était prévue un mardi de septembre, 8 mois après que Ron ait posé sa fourchette sur notre table de cuisine et m'ait dit qui j'étais. Beverly s'était préparée pendant 6 semaines avec l'énergie concentrée de quelqu'un qui considère la préparation à la fois comme un devoir professionnel et un credo personnel. Nous nous étions rencontrés chaque jeudi après-midi à son bureau de Lexington Avenue, travaillant sur la documentation, anticipant les arguments de Gerald Fitch. Et surtout préparant la seule pièce à conviction que Beverly tenait en réserve depuis que je l'avais mentionnée pour la première fois lors de notre première rencontre, la vidéo de la fête d'anniversaire. Suzanne l'avait récupérée auprès d'une amie qui filmait lorsque Ron avait fait ses remarques sur Margaret qui, jouait à écrire. L'amie, une femme nommée Louise, qui me connaissait depuis 15 ans et qui, je le soupçonne, attendait une occasion d'être utile, avait conservé le fichier original, daté, non édité. Beverly l'avait fait authentifier par une entreprise de criminalistique numérique à Charlotte. Dans l'enregistrement, Ron était clairement visible, verre à la main, en pleine anecdote, souriant à un cercle d'invités. Elle a ses petits projets d'écriture. Cela l'occupe. Vous savez comment c'est. 14 secondes. Audio parfaitement clair. Ce n'était pas, expliqua Beverly, le pilier central de notre dossier.
cela n'avait pas besoin de l'être. C'était le détail spécifique, humain, visible qui rendrait tout le reste cohérent pour la juge Dawson. Cela montrerait qui Ronald Whitfield croyait que sa femme était, et cela montrerait, par contraste, qui elle était réellement. Je me suis habillé avec soin ce mardi matin-là, en bleu marine foncé, ce que j'ai toujours trouvé éclairant. J'ai pris la voiture pour le tribunal seul, car Beverly et moi avions convenu qu'arriver ensemble donnait l'impression d'être coordonnés, et je voulais arriver simplement comme moi-même, une femme de 73 ans ayant un endroit où aller. Ron et Gérald étaient déjà à l'intérieur quand je suis arrivé. Ron portait son costume gris, celui qu'il mettait pour les enterrements et les occasions importantes, et il parlait à Gérald d'un ton bas et concentré qui s'est interrompu à mon entrée. Il m'a regardé avec une évaluation que je reconnaissais. Il essayait, je pense, de sonder mon niveau de confiance. Il faisait cela depuis des mois. Je me suis assise, j'ai ouvert ma bouteille d'eau et j'ai relu mes notes. La juge Dawson est entrée à 9h10. Elle avait, j'avais remarqué lors de nos précédentes comparutions, une qualité d'attention particulière. Elle écoutait avec tout son visage, ne laissant rien transparaître, ce qui, d'après mon expérience, est la marque de quelqu'un qui a déjà appris à se méfier de la performance émotionnelle et attend quelque chose de plus fiable. Gerald Fitch a commencé par reformuler l'argument central, qu'il avait considérablement affiné depuis avril. Il n'alléguait plus de dissimulation. Beverly avait complètement fermé cette porte. Au lieu de cela, il a plaidé pour l'enrichissement sans cause, arguant que l'entreprise de Margaret Whitfield avait prospéré à l'abri des provisions financières de Ronald Whitfield, que sans la sécurité du foyer conjugal, iCreative LLC n'aurait pas atteint son ampleur actuelle. Et que l'équité exigeait que Ron reçoive une compensation de cette croissance. C'était, je l'ai admis à moi-même, un argument plus sophistiqué que ce que j'avais initialement attendu de Gerald Fitch. Il avait fait ses devoirs. Beverly le laissa finir. Puis elle se leva et commença avec Patricia Owens. Patricia a témoigné pendant 40 minutes. Elle était précise, rigoureuse et absolument imperturbable face au contre-interrogatoire de Gerald. Elle a guidé la juge Dawson à travers la chronologie financière de iCreative avec la patience d'une experte qui a déjà expliqué des choses complexes à des non-experts et qui a appris que la clarté est le seul argument qui fonctionne. Chaque dollar gagné, chaque dollar conservé sur des comptes séparés, chaque déclaration fiscale. Le mur de documentation n'était pas dramatique. Il était simplement inamovible. Puis Beverly a diffusé la vidéo. 14 secondes. Ron à la fête d'anniversaire de Suzanne. Verre à la main. Elle a ses petits projets d'écriture. Cela l'occupe. La salle d'audience était très silencieuse. Gerald a objecté pour des motifs de pertinence. Beverly a expliqué efficacement que la vidéo était directement pertinente à l'argument d'enrichissement sans cause. Elle démontrait que Ronald Whitfield n'avait jamais considéré le travail professionnel de son épouse comme une entreprise légitime méritant un soutien et ne pouvait donc pas revendiquer de manière crédible un crédit rétroactif pour le succès de l'entreprise en tant que contribution conjugale. La juge Dawson a rejeté l'objection. Elle a pris une note. Puis Beverly a appelé Ron à la barre. Je l'ai regardé marcher jusqu'à la barre des témoins avec la dignité prudente et contrôlée d'un homme qui sait qu'il est en difficulté, mais ne se permettra pas de le montrer publiquement. Gerald l'avait préparé. Je pouvais le voir dans la délibération de ses mouvements, le calme maîtrisé. Mais la préparation, j'ai trouvé, ne vous aide que jusqu'aux questions que vous avez anticipées. Beverly a posé des questions sur l'entreprise. Avait-il su, à un moment quelconque de leur mariage, que sa femme gérait une newsletter professionnelle? Oui, il savait qu'elle écrivait. Avait-il déjà examiné une déclaration fiscale de iCreative LLC? Il n'était pas au courant, il fit une pause, qu'il y avait une SARL. Avait-il déjà interrogé sa femme sur ses revenus professionnels? Il avait supposé, une autre pause, que c'était minimal. Monsieur Whitfield, dit Beverly, sa voix entièrement dénuée d'inflexion. Au cours des 4 dernières années, le revenu documenté de votre épouse provenant de iCreative LLC s'est élevé en moyenne à $70 000 par mois. Avez-vous, à un moment quelconque de ces 4 années, posé des questions sur son travail professionnel? Ron regarda Gerald. Gerald regardait son bloc-notes. Je n'étais pas au courant de l'ampleur, dit Ron. Ce n'était pas ma question, dit Beverly. Avez-vous déjà posé la question? Un silence d'environ 4 secondes,
ce qui est très long dans une salle d'audience. Nous avions un arrangement, dit Ron finalement. Elle gérait ses affaires. Je gérais les miennes. Un arrangement, répéta Beverly. Elle laissa cela en suspens. Alors, quand vous avez demandé le divorce et caractérisé votre épouse comme une femme au foyer sans le sou, sans revenu et sans perspective, vous l'avez fait sans vous être enquis, pendant 4 ans, de la nature ou de l'ampleur de son travail professionnel. Il s'arrêta, recommença. Je n'avais aucune raison de penser, merci, dit Beverly. Pas d'autres questions. Je ne l'ai pas regardé alors qu'il retournait à sa place. J'ai regardé la juge Dawson, qui écrivait quelque chose avec l'attention minutieuse d'une femme notant exactement ce qu'elle avait l'intention de retenir. La pause déjeuner dura 90 minutes. Beverly et moi nous sommes assises dans un café à 2 pâtés de maison du palais de justice, et elle a mangé un sandwich, révisé ses notes et n'a presque rien dit, ce qui m'a fait savoir qu'elle pensait que la matinée s'était bien passée. À notre retour, Gérald a présenté son argumentaire final. Il était compétent et ce n'était pas suffisant. La plaidoirie finale de Beverly a duré 11 minutes. Elle s'est terminée par une seule question adressée au tribunal. Est-ce la position de cette procédure qu'une femme qui a passé 40 ans à bâtir une entreprise légitime, à payer ses impôts et à contribuer substantiellement à la vie de ce mariage mérite d'être caractérisée comme un fardeau? Ou le tribunal la reconnaît-il pour ce qu'elle est réellement, une professionnelle accomplie qui se trouvait aussi être une épouse? La juge Dawson a dit qu'elle rendrait sa décision dans 2 semaines. Je suis rentré chez moi le long de la rivière sous la lumière de septembre et je me suis arrêté à une station-service pour acheter une tasse de café terrible que j'ai bu debout sur le parking, car j'avais besoin d'un moment purement ordinaire. Purement mien avant de retourner à la maison de Sycamore Drive et à ce qui allait suivre. La juge Dawson a rendu sa décision le 2e mardi d'octobre. Je portais la même robe bleu marine. Beverly était à mes côtés. La salle d'audience avait cette qualité spécifique d'une pièce où quelque chose est sur le point d'être officialisé, et je pouvais le sentir. La juge Dawson a lu pendant 22 minutes. iCreative LLC a été déclarée propriété distincte, non matrimoniale. Le tribunal a jugé que l'entreprise avait été bâtie sur le travail intellectuel indépendant de Margaret I. Whitfield, sans aucune contribution matérielle de fonds matrimoniaux ou d'efforts directs de Ronald Whitfield. L'argument d'enrichissement sans cause a été rejeté. La théorie d'ajustement de contribution de Gerald Fitch a été rejetée. La documentation était, a noté la juge Dawson, minutieuse, cohérente et entièrement crédible. Le patrimoine conjugal a été divisé équitablement. J'ai reçu $320 000 de la vente de la propriété de Sycamore Drive. J'ai reçu 40% du 401K de Ron, soit environ $152 000. J'ai reçu une pension alimentaire de $3,400 par mois pendant 10 ans, ajustée à l'inflation. Le tribunal a également noté, dans un passage que Beverly a plus tard qualifié d'inhabituellement direct pour une décision judiciaire, que la caractérisation par Ronald Whitfield de son épouse comme financièrement dépendante était incompatible avec les preuves et reflétait une méprise fondamentale des circonstances de la plaignante. Une méprise fondamentale. J'ai repensé à la table du dîner. Tu es une femme au foyer de 73 ans sans revenu et sans perspective. Gérald a déposé une requête en réexamen. Elle a été rejetée. Ron a fait appel. Le panel de 3 juges a rejeté l'appel en juin suivant. Aucun autre appel n'a été déposé. James s'est rendu à Asheville en novembre et s'est assis à ma table de cuisine pour me demander de tout expliquer. Je lui ai montré la newsletter, les déclarations fiscales, la vidéo de la fête d'anniversaire. Il est resté avec ça pendant longtemps. Puis il a dit, « Papa ne t'a jamais posé de questions sur ton travail, n'est-ce pas ?» « Non, dis-je. » « Il ne m'a jamais vraiment posé de questions sur le mien non plus, dit-il finalement. Ce fut la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Suzanne était au palais de justice le jour du prononcé de la décision. Elle était assise dans la galerie derrière moi, et quand Beverly a fini de résumer le jugement, Suzanne a tendu la main et a posé brièvement la sienne sur mon épaule. Rien n'a été dit. Rien n'avait besoin de l'être. Daniel est venu d'Atlanta avec une bouteille de champagne qu'il avait clairement achetée à l'aéroport. Nous l'avons bu sur le porche tandis que les soirées d'octobre s'installaient sur les montagnes, et il m'a posé des questions sur iCreative qu'il n'avait jamais pensé à poser auparavant. « Maman, dit-il quand j'ai eu fini. Tu es assez extraordinaire. » « Je sais, dis-je, et j'ai souri sans m'excuser.
la maison de Sycamore Drive s'est vendue en 3 semaines à une jeune famille de Charlotte qui avait spécifiquement demandé si la roseraie le long de la clôture sud était bien établie. Elle l'était. J'y avais veillé. Ron a déménagé dans un appartement à West Asheville. Diane Fulton était considérablement moins enthousiaste à l'égard d'un homme avec un règlement financier réduit et un dossier judiciaire public. En décembre, elle avait repris la fréquentation du club de tennis sans lui. La méprise fondamentale, il s'est avéré, ne s'était pas limitée à moi. J'ai déménagé en janvier. L'appartement était dans le River Art District. 2 chambres, fenêtres orientées sud, murs de briques d'origine dans un bâtiment d'entrepôt converti. Rien de tel que le colonial de Sycamore Drive. Le mien, d'une certaine manière, le colonial ne l'avait jamais été, car je l'avais choisi sans autre raison que celle d'être exactement ce que je voulais. J'avais un bureau d'écriture à la fenêtre donnant sur la rivière. J'ai planté un jardin de roses en pot sur le palier de l'escalier de secours en mars. Une rouge, une crème, une rose corail. Elles ont fleuri en juin. iCreative a continué sur sa lancée. Ma newsletter a atteint 240 000 abonnés ce printemps-là. Le cours d'écriture s'est vendu en 11 heures. Un éditeur de New York a proposé un contrat pour un 3e livre. Et j'ai choisi moi-même le sujet, un mémoire, le genre honnête. Pas la rétrospective qui résout tout en leçons soignées, mais le genre qui dit, j'ai passé 40 ans à être discrètement invisible, et puis je ne l'ai plus été. Et voici à quoi cela ressemblait de l'intérieur. Je l'ai appelé, l'inventaire. Il s'est vendu, dès le 1er mois, mieux que mes 2 premiers livres réunis. Carole et moi déjeunons toujours le 3e jeudi de chaque mois. Nous rions beaucoup. Evelyne a déménagé à 2 rues de mon appartement l'automne suivant, ce qu'elle a appelé une coïncidence et que je considère comme un cadeau. Quant à Ron, la vie a arrangé les choses avec la discrète franchise de la réalité. Il vivait de sa pension et de ses actifs réduits, seul dans son appartement de West Asheville. L'histoire qu'il s'était racontée sur sa propre vie s'était avérée incomplète. Et les histoires incomplètes révèlent leurs lacunes quand il ne reste plus rien pour les combler. Diane fréquentait un club de tennis à Andersonville, aux dernières nouvelles de Carole. Elle avait été vue à un gala de bienfaisance avec un dentiste à la retraite. Simplement, la vie continuait. Et je me suis assise sur mon palier d'escalier de secours un soir de juin avec la rose corail à côté de moi et la rivière captant les derniers rayons de lumière. Et j'ai ressenti la satisfaction particulière d'une chose accomplie, non pas la justification. La justification implique que le jugement de quelqu'un d'autre ait jamais eu juridiction sur votre vie. Je me sentais plutôt entièrement moi-même et sans excuse. Voilà donc l'histoire. Toute l'histoire. Vous lisez ceci et je vous demande honnêtement, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous accepté l'arrangement? Auriez-vous cru, à 73 ans, qu'il était trop tard pour vous battre si vous vous reconnaissez quelque part dans cette histoire? Rappelez-vous, l'inventaire n'est jamais terminé. Il y a toujours plus que ce qu'on vous a dit que vous aviez. Si cela vous a trouvé au bon moment, laissez un commentaire. Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. Abonnez-vous car je n'ai pas fini d'écrire. Merci de votre écoute.